Partout au Québec, vous écoutez l'émission radio consacrée à la chasse, à la pêche et au plein air, Rendez-vous nature. Voici Ernie Wells. Allô tout le monde, c'est Ernie Wells qui vous parle et bienvenue à votre rendez-vous nature de la semaine au terme presque de la première partie de la 12e saison de l'émission. Ça passe vite et on en a la preuve encore une fois ici. Et on va se le dire, l'année 2025 n'a pas été facile. Le projet de réforme du régime forestier qui menaçait l'avenir des forêts, des emplois, des territoires fauniques, des pourvoiries, combiné aux coupures dans la protection de la faune, le manque d'agents, la fermeture de plusieurs bureaux régionaux, bref, ça n'allait pas bien de ce côté-là. Le braconnage a aussi été en hausse dans l'Est et ainsi qu'au centre-sud-ouest de la province. La hausse des baux de location en forêt publique rejoindra quelques 44 000 détenteurs dès 2026 pour les 3 prochaines années. Les MRC suivront avec une hausse des taxes pour les propriétaires de chalets qui ont été réévalués en 2025. Pas les propriétaires, mais les chalets. Donc, ça a été réévalué. Pourquoi? Bien, pour augmenter les taxes. On est encore et toujours surpris et préoccupé par la survie des caribous qui, d'une année à l'autre, stagne et on ne voit pas vraiment le bout de ce dossier-là, tellement que ça étire. Et les amateurs de plein air doivent aussi redouter les nombreux parcs éoliens qui risquent de miner les territoires fauniques de l'Est du Québec et aussi du lac Saint-Jean. La forêt est en train de s'industrialiser, les coupes forestières, les érablières, les claims miniers, et bientôt, les tours à vent vont gruger l'habitat faunique, des orignaux, des chevreuils, du petit gibier. Alors, il faudra avoir l'œil là-dessus. Il devrait y avoir beaucoup de consultations, du moins on l'espère. Et je vais aussi en parler au cours de cette émission. Mais d'ici là, cette semaine à Rendez-vous Nature, 3 opérations anti-braconnage ont marqué les dernières semaines. Moins d'agents sur le terrain, mais plus d'interventions à succès grâce à la collaboration citoyenne. Un levier devenu essentiel pour lutter contre le braconnage, et j'en parle avec le commandant Sylvain Marois. Depuis 2015, on ne voyait plus de traces de chevreuil dans la réserve faunique de Rimouski. 10 ans plus tard, bien, l'animal revient, le cerf reprend du poil de la bête, comme on dit, et dans ce territoire qui était auparavant connu comme étant le paradis du cerf de Virginie, c'est comme ça que se faisait la promotion de la réserve faunique de Rimouski. Je vais en discuter avec le directeur de la réserve, Dan Gagnon. Pour lancer Rendez-vous Nature, le Bas-Saint-Laurent et le Saguenay-Lac-Saint-Jean, la Gaspésie seront truffés de centaines d'éoliennes qui produiront des milliers et des milliers de courants électriques, des mégawatts, avec des investissements de plusieurs milliards de dollars pour des retombées économiques à millions pour des localités rurales grâce aux revenus éoliens et créer des centaines et des centaines d'emplois. Contrer le changement climatique par les énergies renouvelables, répondre aux besoins croissants des demandes d'énergie des entreprises, éclairer et chauffer à l'énergie verte la population grâce à un gouvernement du Québec qui souhaite décarboniser la province. Nous sommes tous d'accord là-dessus. Mais il faudra bien les installer à quelque part, ces immenses éoliennes, ces tours à vent. On va les mettre où? Au Bas-Saint-Laurent, on en comptera 1000 éoliennes au cours des prochaines années. Selon le premier ministre François Legault, pas de problème, l'acceptabilité sociale est acquise et donc on va de l'avant. Pourquoi? Parce qu'on connaît ça, les éoliennes dans l'Est du Québec et ailleurs où il y en a. Puis donc, c'est accepté, puis la population embarque avec nous. Donc, Patrick Morin est directeur général du Conseil régional de l'environnement du Bas-Saint-Laurent. Patrick Morin, vous êtes d'accord sur les propos du premier ministre Legault? Québec affirme que l'accessibilité sociale est acquise. Vous avez dû être consulté, j'imagine, s'il dit ça. Écoutez, je dirais pas que... Je pense que jusqu'à date, il y a une certaine acceptabilité sociale, mais je divergerais avec le premier ministre à savoir qu'elle est acquise pour l'entièreté de ce qui est planifié. Moi, je pense que c'est très abstrait tout ça, c'est ce que vous dépeignez, le tableau en fait de ce qui nous est proposé. Il y a 8500 mégawatts de potentiel éolien qui ont été proposés de Montmagny à Gaspé. Et en plus de tout ce qui est déjà en construction et ce qui est existant sur le territoire. Et je pense que c'est très abstrait, ça, dans l'esprit des gens. Et puis, moi, c'est pour ça que j'ai invité d'ailleurs Hydro-Québec, quand j'ai été consulté là-dessus, notre organisation a invité Hydro-Québec à cartographier, à divulguer l'entièreté de cette information-là, parce que c'est très difficile de conceptualiser qu'est-ce que ça va représenter
en bout de ligne, si on ajoute ces 8500 mégawatts d'éoliennes-là sur le territoire, voir où elles pourraient être, puis quel genre de paysage ça pourrait nous donner. Donc, pour moi, l'acceptabilité sociale, elle n'est pas, elle était peut-être là jusqu'à maintenant. Je pense on peut en convenir. Mais pour la suite, je pense pas que c'est acquis. Puis, moi, je prône un dialogue le plus ouvert possible avec l'entièreté de la population, l'entièreté des parties prenantes, pour que tout le monde puisse avoir une pleine conscience de ce qui s'en vient. Tu sais, moi, ce que je souhaite, là, c'est qu'en 2050, quand on va se revirer de bord, puis on va regarder notre transition énergétique, qu'on pourra être fier des choix qu'on a faits. Et ça veut dire que pour nos écosystèmes, pour nos paysages, pour les impacts cumulatifs sur la faune, notamment la faune aviaire, ben, aura fallu faire des bons choix qui s'avèrent durables dans le temps. Et là-dessus, il nous manque encore beaucoup de données, beaucoup de connaissances, puis beaucoup de compréhension commune, je pense, à tous les niveaux de la société. Donc, je pense que c'est un peu présomptueux de dire que l'acceptabilité sociale est acquise pour l'entièreté de ce qui s'en vient. Elle est là, mais je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire pour, si on souhaite la maintenir, cette acceptabilité sociale. Oui, mais le premier ministre Legault dit qu'il y a urgence de construire ces parcs éoliens, puis d'y aller vraiment en mode accéléré pour assurer rapidement la transition énergétique. J'ai été journaliste, je suis chroniqueur chasse et pêche. L'émission, c'est pour parler aux amateurs de plein air. Puis tous ces projets éoliens me tracassent et inquiètent aussi les amateurs. Entre les frontières du Nouveau-Brunswick et le fleuve Saint-Laurent, il y a un mince corridor de forêt qui abrite des aigles, des réserves fauniques, des pourvoiries et des territoires publics. Le tracé des parcs éoliens doit obligatoirement, selon moi, passer par ces territoires. Est-ce que je suis dans le champ ou j'ai raison? Ben, non, vous n'êtes pas dans le champ, puis effectivement, il y a lieu d'être inquiet puis d'être préoccupé, ça c'est certain. Le mince cordon dont vous parlez, donc c'est l'entièreté des terres publiques vers les lignes du Nouveau-Brunswick ou du Maine. Donc oui, il y a l'entièreté des parcs éoliens, puis il y a aussi une ligne de transport d'énergie qu'Hydro-Québec souhaite mettre là-dedans, puis on a tendance à vouloir un peu, des fois, il y a différentes raisons qui peuvent expliquer ça. Ça peut être un peu de syndrome de pas dans ma cour, ça peut être un syndrome de loin des yeux, loin du cœur, mais on a tendance à vouloir mettre les parcs éoliens et la ligne de transport et d'autres choses qui ont des impacts sur les paysages. On les met dans le territoire public, mais je vous dirais que nous, présentement, on mène une concertation sur des propositions d'aires protégées qui ont été faites suite à un appel à projet du gouvernement du Québec. Puis on se rend compte que la forêt publique, même si on la pense vaste au Bas-Saint-Laurent, elle commence à être petite parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on souhaite mettre. Puis là, on arrive à des superpositions pas faciles à faire. Puis, vous savez, oui, il y a une urgence d'agir par rapport à la transition énergétique, puis il faut faire vite, mais l'urgence, c'est mauvaise conseillère. Moi, je pense qu'il y a un équilibre entre les deux. Il ne faut pas se traîner les pieds. On s'est malheureusement traîné les pieds par rapport au changement climatique pendant des décennies. Donc, oui, on n'a pas le luxe de perdre notre temps, mais ça ne veut pas dire de bâcler les choses. Puis, moi, une chose que je répète souvent, puis que mon organisation prône dans toutes les entrevues qu'on fait, les mémoires qu'on dépose, c'est que c'est bien beau produire des énergies renouvelables parce qu'il faut décarboner, mais ce qu'on relègue souvent au second plan, c'est toute la question de la sobriété puis de l'efficacité énergétique. On est les plus grands consommateurs et gaspilleurs d'énergie sur la planète, les Québécois. Il faut se rentrer ça dans la tête, que notre utilisation d'énergie, parce qu'on a un héritage d'Hydro-Québec, on a voulu conserver un bloc patrimonial pas cher, ça fait en sorte qu'on n'a pas la pleine mesure de la valeur de l'énergie, on ne la paye pas à son juste prix, donc on la gaspille. Puis ça, c'est un grand problème parce qu'après ça, quand on arrive pour dire qu'il faut décarboner, comme de l'énergie, nous, on dépense ça comme si ça n'avait pas de bout, ça en prend beaucoup de l'énergie renouvelable pour remplacer toute la moitié de l'énergie qu'on consomme. Donc, on a vraiment, je crois, un examen de conscience à faire et le gouvernement, il y a des changements qui sont de l'ordre individuel puis il y a des changements qui sont de l'ordre systémique. Je pense qu'il faut donner des signaux de prix, je pense qu'il faut donner des incitatifs. Des fois, il faut être un peu plus coercitif.
C'est pas normal que dans les heures de pointe, on paye notre énergie au même prix qu'ailleurs. La tarification, elle est volontaire, la tarification dynamique, mais je pense qu'il va falloir en venir à un moment où ça sera obligé pour amener les gens à avoir de meilleurs comportements. Donc, la question de, justement, toutes ces éoliennes-là, là, je fais un grand détour, mais ce grand portrait-là, moi, l'énergie, je vois ça vraiment comme un système. Est-ce que les gens, s'ils comprenaient tout ça, est-ce qu'ils feraient les mêmes choix? Est-ce qu'on accepte toutes ces éoliennes-là? Est-ce qu'on les accepte avec la perspective qu'on va continuer à consommer comme on le fait là? Ou est-ce que finalement, on serait prêt à faire des choix, certains, de se serrer à ceinture sur notre consommation d'énergie pour en avoir moins? Puis aussi, cette énergie-là, à quoi servira-t-elle? Si c'est pour abriter des centres de données ou des usines des usines pour des grands industriels, est-ce qu'on a la même acceptabilité sociale? Est-ce que si c'est pour avoir d'immenses véhicules électriques au lieu d'avoir des petits véhicules électriques, est-ce qu'on a la même acceptabilité sociale? Vous voyez, il y a beaucoup de questions qui se posent là-dessus. Donc, on a vraiment besoin collectivement, puis ça va du citoyen jusqu'à l'élu provincial, en passant par toutes les personnes entre. Il faut avoir une bonne compréhension de ce qu'est l'énergie, sa valeur, puis faire des choix de société éclairés. Puis présentement, je ne pense pas que les conditions sont réunies. Effectivement, on veut aller vite, puis là, on pousse très vite pour produire l'énergie renouvelable rapidement, en surplus, pour répondre à la demande, puis on ne remet pas en question la croissance de la demande, plutôt que de dire, OK, oui, on doit commencer à construire de l'énergie éolienne, mais il faut faire un effort drastique et majeur en termes d'efficacité et de sobriété énergétique. Puis ça, c'est absent du discours présentement. Mais ça va tellement vite on s'apprête au fin janvier, début février, à lancer un projet estimé à plus d'1 milliard là, du secteur de la construction du parc éolien Ponégamouk, Picard, Saint-Antonin. Oui. Alors donc, c'est un projet estimé à plus d'1 milliard. Puis on veut commencer tout de suite après la période des fêtes. Je n'ai pas entendu parler beaucoup de consultations là-dessus. Moi, je considère qu'on est en train de complètement d'industrialiser la forêt publique. Là, on parle de parcs éoliens qui risquent de miner complètement des territoires, de beaux territoires phoniques. Après ça, il y a les érablières qui s'installent de plus en plus. Il y a des entreprises qui ont déjà des claims miniers là, donc à différentes places. Donc, la forêt est en train de s'industrialiser au profit de ces différentes entreprises. Là-dessus, je ne peux pas vous donner tort. Oui, je pense qu'il y a une forme d'industrialisation du territoire public. Puis nous, le Conseil régional de l'environnement du Bas-Saint-Laurent, comme les autres conseils régionaux de l'environnement, on fait de la concertation en matière d'environnement et développement durable, mais on a aussi une mission de protection et de veille environnementale. Puis effectivement, on est inquiet en voyant la superposition de tous ces intérêts-là et de toutes ces infrastructures qu'on veut mettre sur des territoires naturels. Écoutez, si présentement, on s'est engagé à protéger 30% du territoire. C'est un engagement qui est planétaire. C'est pas parce que les gouvernements mondiaux sont fleurs bleues, là. Il y a une vraie crise de la biodiversité qui se superpose à la crise des changements climatiques. Et ce qu'on sait, ce que la science nous dit là-dessus, c'est l'accumulation de tous les impacts sur les milieux naturels que les sociétés humaines ont eus, qui créent les changements climatiques et l'érosion de la biodiversité. Et ça met en péril le monde tel qu'on connaît et la civilisation humaine. Vraiment, là, c'est à savoir comment est-ce que nos civilisations vont continuer, puis est-ce qu'il va falloir déplacer des grands pans de population parce que les eaux montent, parce qu'il y a des sécheresses, parce qu'il y a des feux. C'est pas des questions triviales. Et je pense que, donc, nous, pour revenir à votre question, à notre échelle, ici au Bas-Saint-Laurent, on se doit de protéger une partie de notre territoire et c'est de plus en plus difficile. Puis vous avez nommé tous les bons ingrédients. Oui, il y a les éoliennes. Oui, il y a la ligne de transport. Oui, il y a de plus en plus d'acériculture qu'on veut placer. Il y a la foresterie. Et puis là, essayer de trouver un coin pour mettre des aires protégées qui n'entrent pas en conflit avec quelque chose, je mets au défi, il y a toujours des conflits d'usage quand on essaie de faire ça. Et les objectifs de la société ont changé, mais on n'a pas changer les conditions d'opération de ces autres éléments-là, ce qui fait que ça devient très, très, très difficile de conserver une partie de notre territoire pour répondre à ces impératifs-là de la crise de la biodiversité, parce qu'on est en conflit, puis comme
conflit avec ces impératifs-là industriels. Et comme vous le savez comme moi, money talks. Donc, s'il y a de l'argent à faire à l'autre bout, ben c'est souvent ça qui a préséance. Donc, c'est excessivement difficile. C'est ça. Puis je disais d'entrée de jeu que toutes les retombées économiques vont aller pour les municipalités, les petites localités qui se dévitalisent. Donc, ils ont besoin quand même d'argent pour faire les trottoirs, pour faire des infrastructures, pour faire n'importe quoi. Mais je reviens à mes inquiétudes à l'endroit des territoires phoniques. ZEC, réserve, pourvoirie, territoire public. Selon vous, avec tous ces projets éoliens dans l'Est du Québec, là, quel avenir attend ces territoires? Oh, ça, c'est une grande question. Écoutez, je veux juste faire un petit pas de recul. Il y a un élément de votre précédente question à laquelle je n'ai pas vraiment répondu, puis je veux prendre le temps de répondre. Vous me parliez de PPAW1, Ponegawa, Picard, Saint-Antonin, Wallace-Stockwe, qui est en chantier. Puis vous étiez surpris de ça. Mais juste pour vous faire la séquence de tous les projets, là, il y a PPAW1, il y a PPAW2, il y a un projet Madawaska, il y a Canton McNider, Madawaska c'est à Desjely, Canton McNider c'est dans le coin de Saint-Damas, Waucassin c'est autour du lac de l'Est, Mont-Carmel, au pays du Kamouraska-Témiscouata. Il y a Wet'suwet'en, le 1500 MW qui a été annoncé par le premier ministre à Kakuna, qui touche les MRC de Montmagny, Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup, Témiscouata. Puis Gueskapéguagh, qui est Métis, Matane, Matapédia et la Gaspésie. C'est beaucoup de projets éoliens. Puis effectivement, il y a une superposition claire, si on fait le tour de ça, avec plusieurs des territoires fauniques structurés. Puis après ça, c'est un choix collectif. C'est un choix collectif de comment on va faire cette transition énergétique-là. Puis si c'est un choix qui a été fait démocratiquement puis en toute transparence, on vivra avec les conséquences. Mais là, je déplore qu'il n'y a pas assez d'informations pour que les gens puissent comprendre. Donc, on est au début du processus par chance. Là. Dans les dernières annonces, ce sont des potentiels, puis ce n'est pas des parcs éoliens qui sont dessinés sur le territoire. Donc, c'est le moment d'ouvrir la discussion, de mettre carte sur table, puis de discuter de où est-ce qu'on en veut, puis où est-ce qu'on n'en veut peut-être pas d'éoliennes. Puis c'est correct aussi de dire qu'on n'en veut pas à certains endroits. Je pense qu'on veut éviter de planter l'éolienne de trop au Bas-Saint-Laurent. La nouvelle présidente d'Hydro-Québec ne fait que vanter le vent qu'on retrouve au Bas-Saint-Laurent, à Gaspésie puis au Lac-Saint-Jean. Alors, je pense pas qu'on réduise ces plans. Peut-être qu'on devrait suggérer à Hydro-Québec ou à tout le moins aux producteurs ou aux firmes qui construisent les éoliennes de les faire avec un petit côté camouflage. Comme ça va paraître un peu moins, puis on aura moins l'impression que la forêt a été dévastée. C'est cosmétique, je pense que j'aimerais mieux qu'on se pose la question sur la localisation avant de se poser la question sur la couleur. Bien franchement. C'est Patrick Morin, donc directeur général du Conseil régional de l'environnement du Bas-Saint-Laurent. Je vous remercie beaucoup pour tout cet échange d'informations. Puis j'espère être aussi optimiste que vous. C'est la grâce que je vais me demander moi-même pour la prochaine année. Puis je vous dis à une prochaine fois. Puis quand vous aurez des nouvelles sur le tracé, tenez-moi au courant, s'il vous plaît. Merci beaucoup, au plaisir. Ça me fait plaisir, M. Wells. Au revoir. Suivez toute l'actualité dans le monde de la chasse, de la pêche et du plein air sur le web grâce à Rendez-vous Nature. Tous les jours, soyez informés des principales nouvelles au Québec au rendez-vous-nature.ca. Reportages, entrevues, conseils de professionnels, vous connaîtrez tout de la chasse, de la pêche et du plein air à la radio et sur le web. Rendez-vous Nature, la référence de l'information faunique au Québec. Suivez-nous au rendez-vous-nature.ca. Chasseurs, procurez-vous le Bok-Thorax, l'écarteur de cage thoracique pour animaux sauvages. Ce bâton télescopique 100% en acier inoxydable alimentaire favorise le refroidissement et la préservation de la venaison en toute sécurité. Pourquoi contaminer votre viande avec une branche d'arbre? Votre chasse ne vous a pas coûté assez cher? Le Bok-Thorax, indispensable pour votre saison de chasse. Un outil incontournable, disponible chez tous les bons marchands. Achat en ligne au bokthorax.com. Les tirages au sort de la CEPAC sont débutés. De vastes territoires exclusifs, du gibier à profusion et une large sélection d'hébergements et de forfaits possibles. Pas de doute, les meilleures destinations de chasse du Québec se trouvent dans les réserves fauniques et à CEPAC Anticosti. Du 1er décembre au 15 janvier, inscrivez-vous au tirage au sort de la CEPAC via le cepac.com ou au 1-800-665-6527. Partout au Québec, de retour à Rendez-vous Nature. Voici Ernie Wells.
De retour au Rendez-vous Nature, c'est en lisant le communiqué sur la reprise des tirages au sort pour les grands gibiers des 13 réserves fauniques et de Sepac-Anticosti en 2006 que j'ai eu la confirmation que la chasse du chevreuil reprenait dans la réserve Rimouski 10 ans après sa fermeture en 2015. Et ce qui est venu confirmer les infos que j'avais obtenues d'informateurs généralement bien informés, bien donc c'est le tirage au sort qui va reprendre pour la réserve faunique de Rimouski. Mais moi, j'avais quand même exprimé certains doutes parce que 10 ans sans reprendre la chasse après des hivers rigoureux des dernières années, je me disais que c'était un peu peut-être prématuré. On aurait peut-être pu attendre quelques années de plus, mais pour nous parler de cette grande nouveauté, ou plutôt de la nouveauté de la chasse du chevreuil en 2026 dans le réseau des réserves fauniques de la CEPAC, bien Dan Gagnon, qui est le directeur et de la réserve Rimouski et de la réserve faunique de Matane. Pourquoi rouvrir la chasse du chevreuil dans cette réserve alors que l'orignal est l'espèce dominante du territoire? Et c'est d'ailleurs l'orignal qui avait, semble-t-il, été à la base du déclin progressif et de la disparition du cerf dans la réserve. De notre côté, c'est sûr ce qui est le fun quand on est gestionnaire de territoire, quand on a une réserve faunique, c'est qu'on a beaucoup d'informations qui nous est données par nos chasseurs. Chaque client qui vient sur place nous prenne des statistiques, le nombre d'observations d'orignaux qui est vu, la pression de chasse qu'ils vont mettre pour voir des orignaux puis abattre leurs orignaux. Puis ça, on s'en sert pour faire nos statistiques d'orignal, sauf que dans nos statistiques, on demandait aussi à notre clientèle est-ce qu'ils voyaient d'autres espèces. Puis, on était en mesure, puis effectivement, là-dedans, il y avait le cerf, qui était une espèce dans laquelle on était en mesure de demander certaines informations, l'ours. Fait que, ça nous permet d'avoir quelques statistiques sur notre territoire. Et puis, on voyait qu'il y avait des zones qui avaient des augmentations d'observation du cerf. Puis j'avais aussi des employés, des gens sur le terrain qui nous disaient qu'il y avait des secteurs qui étaient beaucoup plus propices puis que les observations étaient à la hausse. Fait que voyant ça de notre côté, ben là, on a adressé une demande au ministère de la Faune qui gère la ressource pour voir est-ce qu'on pourrait avoir un petit contingent pour relancer la chasse au cerf, ce qui nous a été accordé. Cependant, tu vas être à même de constater que ça ne sera pas en grande quantité. Comparativement, dans le passé, on avait plus d'une trentaine de groupes, mais là, on va avoir 7 groupes qui vont être mis en offre au tirage au sort. Mais il n'aurait pas été quand même plus prudent d'attendre un inventaire ou un dénombrement des chevreuils avant de procéder directement à la chasse à la suite d'observations de villégiateurs ou de pêcheurs. On a toujours dit que dans la réserve Rimouski, que les deux espèces, orignal et cerf, ne pouvaient pas cohabiter. Pour la nourriture, surtout en hiver, là, entre orignaux et cerf, l'orignal est toujours le premier à se servir. Puis les biologistes estiment que plus que d'orignaux, que moins de cerfs. Puis l'orignal, est-ce que l'orignal a baissé dans la réserve Rimouski? Bien, on a vu une décroissance dans les dernières années. Là, on est quand même assez stable du côté de l'orignal, mais c'est peut-être ce qui explique aussi le fait qu'on observe un peu plus de cerfs, vu que dans les dernières années, il y a quand même eu une diminution du nombre d'orignaux qui ont été récoltés dans la réserve. Là. Il y avait eu une baisse à ce moment-là. Puis, malgré tout ça, ben, on a observé aussi la même chose du côté de Matane. On dit que les espèces ne cohabitent peut-être moins, mais cette année, on a eu des surprises du côté de Matane où il y avait des zones où il se voyait quasiment autant de cerfs que d'orignaux. On aurait cru penser que des fois, les hivers rigoureux pourraient limiter ça, mais je pense que le cerf s'en tire quand même bien. Et puis, ben c'est pour ça. Là, on a dit, on fait un essai, on a fait une demande, puis on voulait y aller vraiment très progressivement. Puis, ce qu'on a aussi comme avantage en venant dans une réserve faunique, c'est qu'on est contingenté. On en a quelques-uns à mettre en offre. Puis, si on voit qu'il y a une diminution, ben c'est facile de reculer ou de l'ajuster à la hausse. Sauf que je pense que notre rôle aussi, c'est de permettre aux chasseurs sportifs, s'il y a un certain nombre de gibier qui peut être rendu disponible, de les mettre en offre puis de faire vivre des séjours à la clientèle. Là. Mais tout en soyant très prudent dans notre démarche là, et d'y aller année à année, là, année après année, pour voir comment se comportent les observations. Là. Mais si excuse-moi. Mais excuse-moi, on va couper ce bout-là.
Mais si le chevreuil semble revenir ou semble reprendre ses droits, si on peut dire, dans la réserve de Matane, est-ce qu'il y a une possibilité aussi éventuellement que tu ouvres la chasse de ce côté-là, du côté de la réserve faunique de Matane? C'est quelque chose que j'avais pas pensé encore, sauf que cette année, en rebrassant les chiffres, en allant voir les observations, on a vraiment été surpris de voir le nombre de cerfs qui se présentaient, qui étaient observés par les chasseurs. Donc, c'est quelque chose qu'on va peut-être regarder, peut-être adresser ça au ministère en fonction des dates réglementaires aussi, parce que du côté de Matane, ça fait quand même plusieurs années, là. Moi, ça fait depuis 2010 que je suis ici, puis la chasse du cerf était déjà arrêtée. Sauf que il va falloir qu'on puisse faire des démarches, essayer de voir s'il y a des dates, des périodes là, qui pourraient être ajoutées à notre coffre d'outils si on désire le relancer. Je pense qu'on va se laisser encore la saison 2026, la prochaine saison, pour voir est-ce que la tendance se maintient. Puis peut-être que ça pourrait être pareil comme du côté de Rimouski, un projet de remettre cette activité-là en offre pour nos chasseurs sportifs, là. Oui, comme tu l'as dit, la chasse ne se fera pas dans l'entièreté des 730 km² de la réserve faunique de Rimouski, mais dans des zones qui sont vraiment ciblées. Mais à ce moment-là, on parle de quoi? C'est pour 7 groupes, donc on parle éventuellement et surtout de 4 membres par groupe, donc ça donne une possibilité de 28 chevreuils, mais là, on n'en est pas là, on n'est pas sur l'île d'Anticosti quand même. Qu'est-ce qui va décider si oui ou non vous allez continuer la chasse l'an prochain, la deuxième année, donc en 2027, ou si l'expérience pilote qui est tentée en 2026 va rester une expérience pilote? Oui ou non, on n'a vraiment pas eu une bonne idée, là. Je pense que on va se baser, comme on fait pour l'orignal, sur des observations qui sont faites pendant la saison. On va continuer de faire ces observations-là. Là, on va avoir une nouvelle donnée qui va être celle des chasseurs de cerfs aussi, qui vont être les observations faites par les chasseurs, puis il va y avoir le taux de succès fait par les chasseurs. Sauf que c'est certain que si l'expérience elle est négative, ce qui veut dire, je sais pas, que les taux de succès seraient très faibles, puis que les chasseurs n'y trouvent pas leur compte, ben nécessairement on aura à réfléchir et à se dire est-ce que c'était une bonne idée? Maintenant, ben on va aussi se servir encore des statistiques d'observation que tous nos chasseurs d'orignaux vont prendre pendant la saison. Fait que si ça s'avère encore positif, puis qu'on le corrèle en plus, puis que l'expérience vécue par les chasseurs de cerfs est positive, ben ça va nous permettre de se dire, ben on continue peut-être avec un nombre de groupes similaires, puis si les taux de succès à un moment donné viennent à la hausse, puis les observations augmentent avec les années, ben on risque d'augmenter le nombre de séjours. C'est un petit peu comme ça qu'on s'y prend autant dans l'orignal et dans le cerf. Il y a une partie expérience faite par les chasseurs, puis il y a une partie statistique là, reliée au taux de succès, puis aux observations, là. Pour la présente saison, donc qui s'en vient, la prochaine de 2026, est-ce que comme l'orignal, les groupes de chasseurs vont avoir accès à un guide pour faire leur chasse? Non, le produit qui est mis en offre, là, c'est des produits qui sont non guidés. Donc, les gens vont pouvoir venir pendant la saison, venir prospecter leur territoire, et puis l'automne, pendant leur période de chasse, vont avoir accès à leur territoire. Comme je l'explique, c'est des produits qui sont non guidés. Pour l'expérience des clients, c'est qu'on a aussi fusionné. Il y a certaines zones où on a fusionné des zones. Il y en a qu'on a regardé les observations, on a dit il y en a quand même relativement plusieurs observations. Puis après ça, il y en a d'autres qu'on a voulu aussi fusionner des fois 2 zones. Fait que le chasseur aura le choix de chasser 2 zones de chasse, tout dépendant de ce qu'il va choisir là, dans son séjour. Puis là, il y a des mix de mélange d'habitats aussi. On a essayé d'aller chercher de la forêt mature, des érablières, des secteurs où ce que le cerf là est vu quand même pas mal plus à l'automne. Fait qu'on a essayé de faire des regroupements de zones là, pour essayer d'avoir une expérience positive pour la clientèle.
Comme le chevreuil donc, se tient sur une période de 7 jours, c'est du 9 au 14 octobre, donc il va y avoir une nuitée supplémentaire la dernière nuit parce que la journée précédant la fermeture, ben là, les chasseurs vont continuer aussi en fin de journée où le moment est propice pour récolter. Mais est-ce qu'à ce moment-là, comme c'est très contingenté, puis c'est très restreint, est-ce que les chasseurs qui vont se rendre, parce qu'ils peuvent aller visiter leur territoire durant l'été avant la chasse, est-ce qu'ils vont pouvoir installer des appâts, installer certains sites qui vont pouvoir appâter? Ils vont pouvoir, à partir du moment, peut-être pas à partir de l'été, on comprend, là, parce que l'appâtage du cerf, c'est seulement à partir du mois de l'automne, du mois de septembre, mais quelqu'un qui voudrait venir faire une saline comme les chasseurs d'orignaux au fond pourrait venir essayer de déceler les bons endroits pendant la période d'été, puis à la limite commencer à venir appâter là, quand son séjour va commencer, les premières journées là, pour son secteur. C'est sûr que pendant la chasse à l'orignal, les gens ne pourront pas venir pendant la chasse à l'orignal parce que là, c'est déjà occupé par la clientèle. OK. Pour les gens qui connaissent la réserve faunique de Rimouski, est-ce qu'on peut identifier les zones ou les secteurs qui vont être ciblés pour la chasse du cerf en 2026? J'imagine que le castor va faire partie des zones ciblées. Là. Oui, exactement. On a dans le secteur castor toutes les zones là, qu'on peut parler, la zone 6, la zone 28 dans le secteur du lac Éco, la zone 5, mais tout ce qui est autour du castor, là, c'est des zones là, qu'on va pouvoir voir là-dedans. Toutes les aussi autour des chalets Huguette, du monde insecteur érablière, là, c'est des secteurs qu'on a mis en offre. Là. Fait que, ça donne un peu une idée là, de où va se retrouver là, certaines zones. Puis il y en a d'autres. Là. Je pourrais tout faire état des zones, là, mais je pense que les gens vont pouvoir avoir l'information dans les brochures de tirage au sort, là, dans l'information qu'on va sur le web. C'est ça. Puis les lacs Huguette et Dumont, ben, c'est des lacs qui sont situés dans le secteur de l'Érablière, qui a déjà été un excellent secteur pour la chasse du chevreuil. Alors donc, ça va être une première tentative, une reprise. Quand la ressource est disponible, mieux vaut en profiter. Et surtout du côté du chevreuil, à mon avis, parce que dès qu'il arrive un hiver très rigoureux, ben, tu peux perdre le tiers de ton cheptel en quelques mois seulement. Donc, si la ressource est là, ben, vaut mieux en profiter que ce soit plutôt les coyotes qui en profitent. Mais si on parlait maintenant de l'orignal, c'est la chasse, donc, s'est déroulée du 3 octobre au 23 novembre, je pense, chez vous. C'est ça? Oui, là, on parle de Matane ou de Rimouski. Oui, Matane, la cathédrale des orignaux au Québec, oui. Oui, Matane, exactement. La saison s'est terminée là, autour du 3 novembre. Là. Normalement, on chasse jusqu'au tout le mois d'octobre, puis on termine les derniers clients là, au début de la première semaine de novembre. Donc, c'était encore une belle saison. C'est 451 séjours qu'on a eu. Je me mêle avec mon offre de 2026. On va avoir 451 séjours en 2026 en offre, sauf que 2025, c'était une bonne année. C'était encore 491 orignaux qui ont été récoltés. On parle d'un taux de succès de 73 %. Le taux de succès a baissé un peu, cependant, versus les dernières années parce qu'on a ajouté de la nouvelle offre d'arcs et arbalètes là, sur le territoire. Cependant, pour ce qui est des observations, il s'est quand même observé le plus de 4500 orignaux ou observations faites par les chasseurs, qui est presque la même chose là, qui avait été observée l'année précédente. Alors donc, Dan Gagnon, je te remercie pour les informations, puis je te souhaite une bonne période des fêtes, puis on va se dire comment est-ce qu'il y a de gens qui vont appliquer, parce qu'on sait habituellement que lorsqu'un tirage au sort est mis de l'avant par le CEPAC, bien là, les gens s'imaginent tout de suite s'il y a un tirage au sort, ça doit être très, très bon. Alors, on va voir si les chiffres d'inscription vont nous donner raison. Alors, merci beaucoup, puis je te dis à une prochaine fois. Merci à toi aussi, puis un joyeux temps des fêtes. Suivez toute l'actualité dans le monde de la chasse, de la pêche et du plein air sur le web grâce à Rendez-vous Nature. Tous les jours, soyez informés des principales nouvelles au Québec au rendez-vous-nature.ca. Reportages, entrevues, conseils de professionnels, vous connaîtrez tout de la chasse, de la pêche et du plein air à la radio et sur le web.
Rendez-vous Nature, la référence de l'information phonique au Québec. Suivez-nous au rendez-vous-nature.ca. Chasseurs, procurez-vous le Buck Thorax, l'écarteur de cage thoracique pour animaux sauvages. Ce bâton télescopique 100% en acier inoxydable alimentaire favorise le refroidissement et la préservation de la venaison en toute sécurité. Pourquoi contaminer votre viande avec une branche d'arbre? Votre chasse ne vous a pas coûté assez cher? Le Buck Thorax, indispensable pour votre saison de chasse. Un outil incontournable, disponible chez tous les bons marchands. Achat en ligne au buckthorax.com. Les tirages au sort de la CEPAC sont débutés. De vastes territoires exclusifs, du gibier à profusion et une large sélection d'hébergements et de forfaits possibles. Pas de doute, les meilleures destinations de chasse du Québec se trouvent dans les réserves fauniques et à CEPAC Anticosti. Du 1er décembre au 15 janvier, inscrivez-vous au tirage au sort de la CEPAC via le cepac.com ou au 1-800-665-6527. Partout au Québec, de retour à Rendez-vous Nature. Voici Ernie Wells. De retour au Rendez-vous Nature, il ne se passe pas un mois, voire quelques semaines, sans que le ministère responsable de la faune communique les résultats d'une opération anti-braconnage. Souvenons-nous de l'opération Point de mire qui a mobilisé 70 agents de protection de la faune les 18, 19 et 20 octobre en Gaspésie. L'opération Vitalité a suivi avec 30 agents du 18 au 24 octobre dans Chaudière-Appalaches dans les zones 3, 4 et 7. On parle à ce moment-là de 115 infractions, 200 000 d'amende possible. Et entre le 3 octobre et le 23 novembre, 50 agents de protection de la faune ont intervenu dans la réserve faunique de Matane et des environs. On l'a appelé l'opération Langiro pour orignal écrit en sens inverse. Le commandant Sylvain Marois est responsable du district Est du Québec. Vous êtes encore avec nous, commandant Marois, on commence à s'attacher, là. Mais comme on dit, ça brasse dans le territoire cette année ou cet automne au niveau des opérations anti-braconnage et de sensibilisation au braconnage. Ben oui, M. Wells, on s'affiche plus, du moins, je vous dirais qu'il y a toujours un peu de brasse camarade à tous les automnes, mais cette année, on veut remettre un peu à la population qui nous donne l'information pour leur démontrer que leurs informations, parce que souvent, vous savez, on n'en entend plus parler, on ne sait pas si nos informations sont bonnes, on ne sait pas qu'est-ce qu'on a donné. Donc, en donnant des résultats comme ça, les gens se rendent compte que, je pense que ça vaut la peine de prendre le temps de lâcher un coup de fil à SOS Braconnage, puis de déclarer ce qui se passe autour de nous. Puis avec l'Angiro, c'est encore une fois ce qui était arrivé. On avait des informations depuis quelques années qui se passait des actes répréhensibles du côté de la réserve Matane, Dunière, réserve Zec-Bas-Saint-Laurent, réserve Rimouski, tous ces secteurs-là, mais un peu plus dans ce côté de la réserve Matane. Donc, on a décidé, comme vous avez dit en entrée de jeu, de mettre des agents dans ce secteur-là pour la période du 3 octobre au 23 novembre. Là, vous avez parlé tantôt de 50 agents. C'est 50 agents au total. On comprend qu'ils n'ont pas été là, 50 agents du 3 octobre au 23 novembre. C'était des blocs de 3 ou 4 jours d'opérations ciblées dans le secteur de la réserve Matane. Donc, qui a fait que pendant presque 2 mois, il y a plus de 50 agents qui sont passés dans ce secteur-là. Il me semble que c'est ce genre ou ce type d'intervention ou d'opération, c'est quasiment nouveau, parce qu'il me semble qu'on n'a jamais vraiment parlé de ce genre d'introduction auprès des braconniers de cette façon-là sur une aussi longue période. Et est-ce qu'il y avait des infiltrations là-dedans? C'est quoi? Non, il n'y avait pas d'infiltration comme telle. C'était vraiment du travail. C'est pas nouveau, mais comme je vous dis, les agents... Vous en parlez plus. Oui, exact. Puis les agents ont toujours un peu fonctionné comme ça dans leur secteur, mais pour eux autres, c'est un travail un peu plus récurrent, qu'on peut dire, dans le day-to-day, dans le travail de tous les jours. Mais cette façon de faire-là, comme je vous le disais, on a eu beaucoup de signalements de la population qui s'était soulevée dans ces secteurs-là. La CEPAC qui collabore avec nous avait aussi fait des signalements. On avait de l'information du public local un peu qui nous disait qu'il se passait quelque chose. Donc, on a décidé de prendre le taureau par les cornes puis d'aller voir justement est-ce que cette problématique-là, elle est vraiment là.
Puis si oui, ben dans quelle mesure elle est là? Parce qu'on avait des signalements de chasse de nuit, on avait des signalements comme de quoi qu'il y avait des chasseurs qui venaient sans droit d'accès, qui prélevaient plus que la limite permise. Donc ça nous a permis de faire l'opération Langiro, comme vous avez dit, puis d'aller chercher quand même plus de 45 infractions qui ont été constatées dans ce dossier-là. Mais il y a quand même 300 chasseurs qui ont été rencontrés pour les sensibiliser donc aux bonnes pratiques, puis aussi à l'importance de collaborer. Ça veut dire que là, vous voulez aussi en même temps que les chasseurs de grand gibier, parce que c'est le cas dans la réserve Matane et autour, deviennent un peu vos yeux puis vos oreilles quand vos agents ne sont pas dans le secteur, mais ça donne des résultats parce qu'il y a quand même 300 chasseurs rencontrés. Là-dessus, il y a eu quand même des interventions, il y a eu des infractions qui ont été relevées. Vous en avez parlé de quelques-unes, donc c'est efficace comme système d'opération. Ben absolument. Comme on s'est déjà parlé dans le passé, vous voulez, on essaie de prendre le plus possible les agents au bon endroit, au bon moment, là, comme on donne comme ligne présentement. Pourquoi? Pour être capable d'arriver puis de dire, bon, ben là, il y a une problématique là. On le voit que la population nous amène de l'information, les chasseurs, les villégiateurs nous amènent de l'information. Même vous, comme journaliste, des fois, M. Marois, il y a telle affaire à telle place, j'ai entendu dire que, on récupère tout ça, puis on fait, OK, on va aller voir. On va aller le sonder, ce qui se passe. Parce que vous le savez, des fois, c'est des chicanes de voisins, on veut des agents dans notre secteur, fait qu'on va faire beaucoup de signalements, ils vont venir. Oui, mais il faut qu'il y ait une problématique. Fait que de cette façon-là, on va vraiment sonder la problématique. Puis, est-ce qu'elle est véritablement là? Puis, après, vous le savez, là, quand on annonce des choses comme ça, puis vous vivez avec ça, on en a déjà parlé, M. Wells, il y a toute la merveilleuse acceptabilité sociale, puis nos merveilleux médias sociaux qui démarrent après, puis qui viennent nous dire, oui, mais là, ils ont fait ça cette année, c'est pour de la poudre aux yeux, puis ils referont pas ça après, puis là, pour les prochaines années, on va avoir des problématiques encore, puis là, on est allé toucher à l'eau, on est allé voir la chaleur de l'eau, qu'est-ce qui se passait dans ce coin-là. Dites-vous qu'on est capable, avec l'expertise de nos agents, parce que c'est eux les spécialistes sur le terrain, d'être capable de voir comment on va réagir pour les années subséquentes, comment on va s'installer. Les gens disent toujours, les agents de la faune, on les voit plus. On les voit pas, mais à toutes les semaines, vous l'avez dit tantôt, on en entend parler. Donc, il faut qu'ils soient là, il faut qu'ils soient sur le terrain. Mais ce qu'on entendait aussi, commandant Marois, c'est que, on appelle à SOS braconnage, puis ça donne pas de résultats, ils viennent pas, on les a pas vus, c'est les agents de la faune, puis on appelle là pour rien. Maintenant, est-ce que c'est mieux? Est-ce que le système est mieux rodé pour faciliter encore plus les communications avec la population? Ben oui, le système est fait pour qu'on soit capable de répondre à cette population-là. Puis comme je vous ai dit, les gens ont compris ça, donc ils appellent de plus en plus. Mais c'est sûr que le retour directement aux citoyens pour qu'ils puissent nous voir, parce que c'était ça un peu la problématique que les gens arrivaient. Moi, je suis dans tel secteur, la ZEC Bas-Saint-Laurent, j'ai un chalet là, j'appelle SOS Braconnage. Je les ai jamais vus passer dans la journée que j'ai appelé. Oui, c'est ça. Peut-être qu'ils sont allés le lendemain, peut-être qu'ils étaient là 2 jours avant, peut-être qu'ils étaient déjà au courant de la problématique, mais on ne peut pas donner toute l'information non plus au public des méthodes d'enquête et de la façon dont on fonctionne parce qu'on n'aurait pas les résultats qu'on a là. Vous le savez, on est en prévention, mais on se rend compte d'une semaine à l'autre, vous l'avez dit tantôt, on sort l'information justement pour que les gens fassent « Hey, c'est payant, là. » Si on appelle, c'est payant. Là. Parce qu'on reçoit quand même, je vous dirais, aux alentours de 9000 signalements, je pense, annuellement, là, du côté de la centrale SOS Braconnage. Ça commence à faire pas mal. Oui, autant que ça. Mais il y avait un cas qu'on avait parlé concernant ce jeune orignal qui avait été poursuivi par un camion, puis le type à l'intérieur avait tiré. Quand on a parlé du dossier il y a quelques semaines, vous m'aviez dit que les individus avaient été interrogés et que le dossier avait été déposé sur le bureau des PCP. C'est rendu où maintenant?
Ben écoutez, vous l'avez dit, là, ça s'est passé il y a environ 2 semaines. Donc, c'est encore dans le processus. Puis, comme je vous expliquais, faire un petit rapport là-dessus. Les agents de la Fonde sont là pour constater la réglementation et la conformité. À partir du moment où c'est fait, ils rédigent un rapport d'infraction. Et ce rapport d'infraction-là est déposé du côté du DPCP. Et c'est le ministère de la Justice qui dépose les accusations selon ce qui est inscrit à l'intérieur des rapports des agents avec les preuves hors de tout doute qu'eux ont documenté. Donc, c'est pour ça que à partir du moment où le rapport est parti du bureau, ben l'agent, lui, a plus de contrôle sur son rapport. C'est vraiment la justice qui prend le relais et c'est la justice qui fait la suite d'adresser par courrier l'infraction comme telle. Et à la suite de ça, ben, selon la Charte des droits et libertés, ben, vous avez le droit de plaider coupable ou non et d'enclencher un processus juridique ou non si vous plaidez non coupable. Donc, c'est tout ce processus-là. Moi, je vous dirais que ça peut prendre des semaines, des fois, certaines fois des mois, tout dépendant du rapport d'infraction, parce qu'on sait qu'il faut être le plus et donner le plus d'informations possible. Puis comme il faut réussir à donner l'information, puis prouver hors de tout doute raisonnable qu'il y a eu infraction. Donc, tout ça, le temps Mais dans ce cas-là, c'est évident, là. Oui, c'est évident, mais vous comprenez que malgré le fait que c'est évident, notre loi fait qu'on est non coupable jusqu'à preuve du contraire. Donc, il y a quand même une analyse qui doit être faite. Il y a quand même... Et il faut s'assurer, et c'est là que les agents de protection de la faune, M. Wells, sont vraiment importants dans leur façon de travailler. C'est eux qui viennent démontrer le hors de tout doute que je vous parlais tout à l'heure. Donc, des fois, juste une faille, une mauvaise phrase, un petit quelque chose qui est oublié dans les règles de loi, dans les façons de faire pour les interrogatoires, dans les façons de faire pour déposer les mandats, peuvent faire tomber un dossier au complet. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment prendre le temps de s'assurer que tout est là. Et le processus est fait dans ce sens-là parce que l'agent de liaison, lui, chez nous, les agents vont transmettre ça à des agents de liaison qui font une première analyse et par la suite, c'est transféré du côté du DPCP. Si on parlait maintenant du commandant Sylvain Marois, vous êtes un officier haut gradé, vous êtes le commandant, vous dirigez vos agents dans un immense territoire qui s'étend de Thetford Mines aux îles de la Madeleine. C'est immense, c'est grand, mais Sylvain Marois, là, il a commencé quand est-ce qu'il a fait ses premiers pas dans la forêt comme agent de protection de la faune? Puis vous êtes originaire de quel endroit? Ben, je suis originaire du secteur de Montmagny. J'ai débuté ma carrière en 96 dans la réserve faunique des Laurentides. Premier contrat qui, à l'époque, n'était pas évident d'entrer à la protection de la faune. Vous le savez, dans ces années-là, fin 80, début 90, dans les années où le travail n'était pas facile, ben pour nous, entrer au niveau de la protection de la faune, c'était pas évident non plus. Quand je suis entré à ce moment-là, il y avait 2 postes disponibles pour la province. On avait appliqué là-dessus. Oui, exactement. C'était des concours. Un peu le même principe qu'aujourd'hui, par contre. Là. Un concours où il fallait appliquer à l'avance, passer des tests physiques, des tests médicaux, des enquêtes de sécurité, des tests psychométriques là-dessus, avec beaucoup de gens qui étaient présents. Puis, dans le secteur où j'étais, il y avait deux postes disponibles dans la réserve faunique des Laurentides pour un contrat la première année de 80 jours. Donc, un contrat de l'équivalent d'à peu près 4 mois. OK, parce qu'à ce moment-là, les agents de la faune étaient embauchés sur une base saisonnière. C'était pas rémunéré sur une base annuelle comme ça l'est depuis 2 ans maintenant, là. Exactement. À l'époque, on entrait comme saisonnier, même occasionnel dans certains cas. Puis on faisait un nombre de jours sous contrat avec le ministère. Puis après ça, ben on entrait sur une période de chômage
pour revenir lorsque le ministère ramenait les agents en place. Faites ça pendant quand même presque 12 ans à être saisonnier avant une permanence dans mon cas. Là. Ouais. Mais vous, est-ce que... à l'époque, il y avait combien d'agents dans les années 90 quand vous avez commencé? Ah, écoutez, vous me demandez ça là, à brûle-pourpoint, je n'ai pas l'information. À peu près. Ouais. Mais on devait être aux alentours de peut-être 425, 430 agents là, à cette époque-là. Ouais. Mais qui était quand même en service 6 mois par année. Mais vous, est-ce que vous détenez cette passion pour la protection de la faune de votre père, de votre grand-père? Est-ce que les gardes de chasse, comme on disait dans le temps, c'est dans la famille depuis longtemps? Ben, pas dans la famille directe. Mon père, grand-père, tout ça, étaient des chasseurs, pêcheurs aguerris. J'ai appris avec eux, des oncles. Le côté protection de la faune, je vous dirais que c'est plus un cousin à mon père qui était dans le secteur de Montmagny, justement, puis avec qui j'ai fait mon stage. Vous voyez, j'ai fait mon stage quand même en 89 pour rentrer en 96. Donc, il y a été un grand bout de temps où on n'avait pas d'emploi, justement. Donc, c'est ce monsieur-là, qui était le cousin de mon père à l'époque, qui était agent de la faune du côté de Montmagny, qui, lui, m'a fait vivre mes premiers stages, mes premières enquêtes, avec une équipe au niveau du bureau de Montmagny à l'époque, là, des gens qui, pour nous, étaient vieux, parce qu'il y avait 50 ans. Mais qui aujourd'hui, c'est moi qui est dans ce groupe-là, donc je peux un peu comprendre nos nouveaux qui arrivent là, puis qui voient comment ça fonctionne aujourd'hui. Mais c'est à partir de là, puis de faire les enquêtes qu'il y avait à faire là-dessus. Puis après ça, ben, comme je vous ai dit tantôt, ben, le début de carrière a été du côté de la réserve faunique des Laurentides, pour après ça être déporté du côté de Petit-Saguenay sur le bord de la rivière Saguenay pour faire des classes même à la baie James pendant presque 7 ans. 7 ans baie James quand même. Oui, j'ai été aussi directeur du centre de formation et de perfectionnement du Chêné pendant quelques années pour après ça revenir du côté de la Rive-Sud comme adjoint au soutien opérationnel d'un commandant à l'époque. Et ensuite, me retrouver avec une responsabilité au niveau des postes de la protection de la faune de Montmagny et Beauceville comme lieutenant. Et aujourd'hui, dans le poste de commandant, 30 ans plus tard. Mais après le poste de commandant, il vient quoi? Vous allez au sous-ministre, au sous-ministère de la faune? Après le niveau commandant, il y a des niveaux de directeur généraux adjoints et de directeur général. Avant de passer aux étapes de sous-ministre associé, sous-ministre, et ensuite de ça, ça va du côté du ministre. Puis vous avez l'intention de faire, de pousser votre carrière encore plus loin? Ben, écoutez, absolument. J'ai toujours vu ça comme ça dans ma carrière. À partir du moment où les opportunités sont là, j'ai cette passion de travail-là qui fait que quand je peux avancer, puis qu'on m'ouvre la porte là-dessus, il n'y a aucun problème. Je prends les défis qui se présentent à moi de par le ministère. Puis en parlant de ministère, vous savez, là, dans les 30 dernières années, j'ai changé quelques fois de ministère et de ministre. Donc, il faut s'adapter à ce moment-là parce qu'on a passé du ministère de l'Environnement. J'ai même été à un moment donné une société d'État. Avec la société Faune et Parc que vous avez sûrement connue à l'époque. On a passé au niveau des forêts. Dans les premières années, on était au niveau du loisir, chasse-pêche même à l'époque. Et aujourd'hui, on se retrouve du côté de l'environnement, de la lutte, changement climatique et de la faune et des parcs. Donc, il y a des changements qui se font comme ça. Là, mais la passion de travail, puis le travail demeure la protection de la faune et de ses habitats, assurément.
Oui, puis à l'époque où vous avez commencé, on parlait aussi d'agent de conservation de la faune et non pas d'agent de protection de la faune. Ça a changé pour le mieux parce que agent de conservation, ça faisait un peu une substance chimique ou synthétique. Là. Ça faisait plus un préservatif qu'autre chose. Là. Admettons qu'on avait souvent le comparatif, justement, journalistique qui arrivait rapidement avec ce terme-là. Oui, c'est ça. Puis, mais en dehors de vos activités professionnelles, est-ce que vous faites, j'imagine, de la chasse et de la pêche, c'est certain, parce que vous êtes dedans quasiment tous les jours, donc c'est sûr que ça fait partie de vos activités, mais est-ce que vous faites aussi d'autres genres de sports que ceux que je viens de mentionner? Oui, je suis un gars de vélo de route pas mal aussi. Oh, OK. Je donne certains cours de spinning là, pour certains de vos auditeurs. Ils sauront que c'est du vélo stationnaire là, en gym. Donc, les hivers sont là-dessus un peu. Puis, avec un groupe d'amis, là, quelques fois par semaine, on est sur le badminton aussi, qu'on avait commencé à l'époque du secondaire, puis qu'on a continué avec les années pour créer un petit social sportif là, quelques fois par semaine aussi. Et je rappelle aussi que la collaboration citoyenne est un levier essentiel pour lutter contre le braconnage. Vous en avez encore la preuve avec l'opération Langiro. Et tout acte de braconnage ou geste contre la faune, c'est 1-800-463-2191 ou par Internet, SOS Braconnage, Urgence Faune Sauvage. Alors, commandant Marois, merci, puis je vous souhaite de joyeuses fêtes. Un gros merci à vous aussi, puis comme vous l'avez dit en terminant l'entrevue, un gros merci à vos auditeurs, à la population qui déclare, qui signale justement ces infractions-là, puis on va les inviter en 2026 à continuer là-dedans. Puis juste pour terminer, un gros merci aussi à tous les agents de la faune de la province qui, sans eux, ces résultats-là ne seraient pas là. Donc, on va vous souhaiter à vous aussi, M. Wells, très bon début d'année 2026, puis assurément qu'on se reparle au courant de 2026 à quelque part. C'est la grâce qu'on se souhaite. Je vous remercie, puis je vous dis à la prochaine fois. Merci, au revoir. Suivez toute l'actualité dans le monde de la chasse, de la pêche et du plein air sur le web grâce à Rendez-vous Nature. Tous les jours, soyez informés des principales nouvelles au Québec au rendez-vous-nature.ca. Reportages, entrevues, conseils de professionnels, vous connaîtrez tout de la chasse, de la pêche et du plein air à la radio et sur le web. Rendez-vous Nature, la référence de l'information phonique au Québec. Suivez-nous au rendez-vous-nature.ca. Chasseurs, procurez-vous le Boc Thorax, l'écarteur de cage thoracique pour animaux sauvages. Ce bâton télescopique 100% en acier inoxydable alimentaire favorise le refroidissement et la préservation de la venaison en toute sécurité. Pourquoi contaminer votre viande avec une branche d'arbre? Votre chasse ne vous a pas coûté assez cher? Le Boc Thorax, indispensable pour votre saison de chasse. Un outil incontournable, disponible chez tous les bons marchands. Achat en ligne au bocthorax.com. Les tirages au sort de la CEPAC sont débutés. De vastes territoires exclusifs, du gibier à profusion et une large sélection d'hébergements et de forfaits possibles. Pas de doute, les meilleures destinations de chasse du Québec se trouvent dans les réserves fauniques et à CEPAC Anticosti. Du 1er décembre au 15 janvier, inscrivez-vous au tirage au sort de la CEPAC via le cepac.com ou au 1-800-665-6527. Partout au Québec, de retour à Rendez-vous Nature. Voici Ernie Wells. Et voilà, c'est ainsi que j'ai vu et pensé cette dernière émission Rendez-vous Nature de 2025, celle du 27 décembre du 3 janvier 2026. Reviendrons sur des sujets qui ont été les plus marquants des 4 derniers mois. Nous entrons dans la période des fêtes. Les occasions seront nombreuses pour déguster le fruit de vos chasses de la dernière saison et aussi déguster des venaisons
des mets de venaison en famille, avec les amis, les partenaires de chasse et de pêche. Et pourquoi aussi ne pas profiter de cette période de réjouissance pour planifier vos prochains séjours de chasse pour la chasse des grands gibiers, notamment avec les tirages au sort dans les réserves fauniques qui s'ouvrent encore au tirage au sort aux inscriptions jusqu'au 15 janvier. Rendez-vous Nature revient en ondes dans la plupart des quelques 30 stations de radiodiffuseurs les fins de semaine du 27 décembre et du 3 janvier. Je vous remercie de votre écoute, de votre fidélité à chaque Rendez-vous Nature. On peut entendre et réentendre cette émission sur rendez-vous-nature.ca, le journal lesoir.ca Rimouski, sur Balado Québec et sur YouTube, et nous lire aussi dans les éditions papier des journaux Le Soir au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie. Sur ce, ici Ernie Wells, qui au nom du producteur de Rendez-vous Nature, Olivier Thériault, je vous souhaite de très joyeuses fêtes. Faites attention à vous et à vos proches. Et je vous dis à bientôt pour un autre Rendez-vous Nature. Poursuivez l'aventure Rendez-vous sur le web en consultant nos nouvelles au rendez-vous-nature.ca, à la radio et sur le web. Rendez-vous Nature, la référence de l'information phonique au Québec.